Vous écoutez le 3e épisode de l'Autre Assemblée, le podcast du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Bienvenue à vous. On parle cette fois d'un sujet très français qui fait régulièrement débat, le rythme scolaire. En 1882, l'école devient obligatoire en France et l'école c'est alors 5 jours par semaine, du lundi au samedi, sauf le jeudi, jour de catéchisme. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il n'y a qu'un mois de vacances, en été, et quand elles sont instaurées le reste de l'année, on les cale sur les calendriers agricoles et religieux. En 36-37, avec les congés payés du Front populaire, les vacances des enfants sont étendues. En 68, on crée 2 zones géographiques avec des dates de vacances différentes pour éviter les encombrements sur les routes et dans les gares. Puis dans les années 80, on commence à prendre en compte les considérations pédagogiques dans l'organisation de la vie scolaire. Enfin, depuis 2000, les réformes s'enchaînent pour tenter de trouver un équilibre entre ces enjeux pédagogiques et les contraintes économiques. En mai 2025, Emmanuel Macron lance l'idée d'une convention citoyenne du CESE, le Conseil économique, social et environnemental où on se trouve aujourd'hui. 133 citoyennes et citoyens sont tirés au sort, ils se réunissent et rendent leur rapport qui est adopté le 23 novembre dernier. Après la convention climat et celle sur la fin de vie, la question qui leur est posée est cette fois la suivante: comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu'ils soient plus favorables à leur apprentissage, à leur développement et à leur santé? On a un de ces citoyens avec nous aujourd'hui, Antoine Huguin, bonjour. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous avez fait un service civique au Sénégal, ce qui vous a poussé à entreprendre des études de gestion de projet en solidarité. C'est des études que vous venez de terminer. D'ailleurs, vous cherchez du travail en ce moment, avis à ceux qui nous écoutent. Et vous faites partie des 133 citoyens tirés au sort pour participer à cette convention. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes retrouvés embarqués dans ce projet ? C'était un peu inattendu. Je pense que déjà, j'étais pas renseigné sur ce qu'était une convention citoyenne ou même le CESE avant ce premier coup de fil. Ce premier coup de fil où en plus, j'étais pas du tout disponible. Il faisait une chaleur terrible, j'étais dans le tram, enfin bref. Et j'étais pas du tout disponible, donc j'ai demandé à ce qu'on me rappelle. On m'a rappelé, j'avais complètement en plus oublié cet appel. Et à la fin de cet appel, justement, je me suis dit, mais Antoine, à côté de quoi t'as failli passer, quoi? Et c'était parti, j'avais mis le doigt dans l'engrenage et c'était lancé. Alors Antoine, vous connaissez bien la personne qui est assise à votre gauche. Il s'agit de Kenza Okansé, bonjour. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes ancien syndicaliste étudiant et aujourd'hui vice-président du CESE. Vous avez été en charge de l'organisation de cette convention citoyenne. On va parler de toutes les propositions que vous avez faites à l'occasion de cette convention, mais d'abord pour poser le cadre du débat, pour comprendre la situation en France aujourd'hui, on commence par un micro-trottoir. C'est Zazie Tavitian qui est allée interpeller des jeunes et des moins jeunes à la sortie d'un collège. On est vendredi, il est 16h10. Je me suis dit que c'était un bon horaire pour aller à la sortie des classes, poser des questions sur les temps de l'enfant. Je suis rue des Alouettes à Paris et c'est bientôt la sortie des classes. Excusez-moi, je me demandais si vous aviez entendu parler des temps de l'enfant, des temps scolaires. Ah, j'ai vu sur TikTok. Ah, t'as vu ça? Les réformes. Qu'est-ce que t'as vu alors? Alors, j'ai vu que c'était de 9h à 15h30 les cours et 16h30 au lycée. Ah oui, ça oui. Oh, j'ai vu ça. Moi aussi, sur TikTok. J'ai vu que du coup, on reprenait les cours le mercredi. Vous êtes en quelle classe? En 3e? Oui. Parmi les idées, lesquelles vous semblent bien? 9h, 15h30. Ça nous permet d'avoir plus de temps pour nous, de faire plus de devoirs, de révision, etc. Je pense que c'est une bonne idée. Et de faire plus des trucs, c'était qu'on ait que les matières chiantes le matin et du coup l'après-midi on est sport, art plastique, tout ça. Et que en gros on n'est pas de devoirs à faire à la maison parce que tous les devoirs qu'on a à faire, ils sont faits, on a le temps de les faire à l'école. Je pense que ça nous aidera à plus nous concentrer parce que là, les 1 heure de cours, là, les 3 heures de matière scientifique d'affilée, moi j'en peux plus personnellement. Se réveiller le matin pour aller au collège à 8h, c'est vraiment pas facile. Là, je me couche plus tôt, donc ça va, mais c'est vraiment pas agréable de se lever à 8h. Donc vous pensez que c'est plutôt une bonne chose que ça change? C'est vraiment une bonne chose pour nous, pour nos esprits et pour pouvoir juste se reposer, tout simplement. Bonjour Monsieur Dan. On est 2 anciens enseignants. Ah, c'est super ça. Toute notre carrière, on a entendu parler des temps scolaires. Voilà. Le fait de faire du sport que l'après-midi, ça ne résiste pas à l'analyse. Il y a le problème des piscines, le problème des gymnases et tout. Et d'ailleurs, les chefs d'établissement, quand ils font l'emploi du temps, ça doit être pareil maintenant. Ils commencent par caler l'EPS. Et c'est l'emploi du temps de l'EPS sur une journée, voire une semaine. Après, on casse le reste. Donc ça en dit long, quoi. Et voilà. Alors bon, commencer à 9h, pourquoi pas, plutôt que 8.
Ben, merci beaucoup. De rien. Excusez-moi, monsieur, vous attendez à un enfant? Ouais. La Convention citoyenne sur le climat, on sait ce que ça a donné, donc on n'écoute plus, quoi. Ouais. J'ai entendu aussi des pédopsychiatres ou des spécialistes de la petite enfance qui disaient que voilà, pour des enfants, c'était surtout pour les ados en fait. J'ai aussi un enfant au collège pour qui c'est vraiment, il commence à 8h et c'est vraiment trop tôt, quoi. Donc ils ont des bonnes idées. Après, la question c'est dans quelle mesure les politiques, à partir du moment où où ça implique qu'il y a un budget ou c'est là où ça coince, quoi. Je trouve que ça serait mieux parce qu'à 8h c'est un peu tôt quand même, genre on a du mal à se réveiller. Et des fois on va pas venir à 8h si c'est trop tôt, des fois quand on est fatigué. Vous ségez les cours, quoi. Des fois oui. Du coup si ça commence à 9h je vais pas sécher. On rentre chez nous direct, on doit faire les devoirs et tout, on doit se doucher, après on dort et ça recommence, quoi, c'est vrai. Oui, c'est stressant. Ben, merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, vous êtes professeur peut-être? Alors, je pense que oui, on pourrait retarder à 9h, mais le problème c'est que les gamins, il faudrait qu'ils se couchent plus tôt. J'ai travaillé à l'étranger, j'ai travaillé sur des créneaux de 45 minutes, c'est vrai que c'est assez court, ou alors il faudrait que les gamins soient beaucoup plus calmes. Sinon nos cours vont être très courts, et ils porteront bien leur nom d'ailleurs. Les gamins, on va pas les lâcher à 15h ou à 14h30 s'ils ont rien derrière. C'est-à-dire que si c'est pas l'établissement scolaire qui prend en charge les enfants après les cours, il faut mettre en place des moyens conséquents. Or, jusqu'à présent, les parents d'élèves qui ont les moyens, les gamins font plein d'activités, mais ceux qui n'ont pas de moyens, ils sont dans la rue. Donc ça peut créer des inégalités ou renforcer. Voilà, c'est le problème. Ben, merci beaucoup. De rien. Antoine et Kenza, je vous ai vu vous regarder puis rigoler pas mal en écoutant ce micro-trottoir. Bah oui, parce que je pense qu'on a à travers ça toutes les réflexions qui sont posées au niveau de la Convention citoyenne, à la fois le besoin des enfants de se dire on est fatigué, il faut changer les choses parce qu'aujourd'hui ça va pas, la manière dont ça fonctionne pour nous, et toutes les interrogations du coup qui viennent autour. Qu'est-ce que ça veut dire commencer plus tard? Qu'est-ce que ça veut dire finir l'école plus tôt? Et en fait, moi aussi, je rigole, je souris vraiment parce que, au fond, j'ai le sentiment, en écoutant tous les points d'alerte qui sont très justes, que la Convention citoyenne, elle a réussi à avoir tout ça en tête et à proposer des choses sur un peu tout. Donc, c'est vrai que ça fait du bien aussi d'entendre ce genre de choses. Pour commencer, on fait un état des lieux et comme pour chaque convention, l'idée c'est de réunir des chiffres, des spécialistes pour essayer de comprendre le panorama français. Et vous avez assez vite constaté que pour ce qui est de l'école, la France a une situation bien spécifique par rapport aux autres pays de l'OCDE. Kenza Okansei. Déjà, la particularité totale quand on parle de l'école élémentaire, de la primaire, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui à avoir majoritairement une semaine organisée sur 4 jours. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc en gros, les enfants, les élèves, en tout cas aujourd'hui en France, par rapport à l'OCDE, ont un peu plus d'heures de cours que les autres. On est légèrement au-dessus de la moyenne à ce niveau-là. Et là où ça pose un problème qui a été vite perçu quand même par les citoyens, je pense, c'est que par contre en moyenne, on a moins de semaines de cours. C'est-à-dire des journées plus longues, plus lourdes, plus denses par rapport à ça, avec légèrement plus de semaines à l'année que la moyenne de l'OCDE. Et aussi plus de vacances. Donc plus de vacances. Ça compte mais encore. Par contre, plus de vacances à l'année, mais pas plus de vacances l'été. Parce qu'en moyenne, nous sommes en dessous de la moyenne de l'OCDE sur la durée des vacances d'été. Dans l'OCDE, en moyenne, on est à 9 semaines de vacances, là où en France, on est à 8. Par contre, on a plus de temps de vacances entre les vacances intercalaires, les petites vacances de 2 semaines. Et donc, c'est cette organisation qui fait que on arrive vite à un constat, c'est que oui, les journées sont denses. Et en fait, c'est plus que ce volet-là, le côté de la densité de la journée, qui fait de la France une exception, qu'au final, le fait d'avoir un peu plus d'heures de cours ou un tout petit peu moins de vacances, c'est les deux combinés qui vraiment nous mettent un peu à part par rapport aux autres pays de l'OCDE. La France est aussi l'un des pays où le poids de l'origine sociale des élèves influence le plus fortement leurs résultats scolaires. Totalement. On le sait, on est malheureusement dans un système éducatif où la reproduction sociale a énormément de place. Et justement, sur la question des temps de l'enfant, de se dire aussi, ne pas prendre que les temps scolaires en compte, on sait aussi que tout ce qui se passe en dehors de l'école a un impact sur la manière dont les enfants participent, apprennent, sur leurs résultats, et aussi sur les vacances, parce qu'en fait on a parlé beaucoup de la durée des vacances, mais ce dont les citoyens ont voulu parler aussi, c'était de ceux par exemple qui ne partaient pas en vacances. Aujourd'hui, c'est plus d'un quart des enfants en France qui ne partent pas en vacances. On prend souvent l'exemple du ski. Les vacances de ski, ce sont 5% des enfants français qui vont en faire. Et donc, cette question des inégalités de la reproduction, elle est présente dans la réflexion autour de l'école, mais aussi autour de tous les autres temps. Les citoyens ont vraiment été très attachés à pouvoir parler de ça.
L'autre constat, c'est que l'école, elle ne prend pas assez en compte les besoins physiologiques de l'enfant, et en tout premier lieu le sommeil, essentiel pour la santé physique et aussi mentale. Et c'est un des sujets qui avait été abordé pendant la toute première audition ici au CESE. Il faut imaginer l'hémicycle rempli avec les citoyennes et citoyens tirés au sort, et devant l'estrade, 3 intervenants qui répondaient à leurs questions, parmi eux Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. On l'écoute. On sait que la dette de sommeil, le déficit de sommeil, elle est encore plus importante dans les milieux sociaux les plus défavorisés. C'est évident, vous avez plus de personnes au mètre carré dans les logements, donc vous avez plus d'interférences sur le sommeil, donc vous avez des enfants qui dorment moins à la maison. Et donc l'enjeu, c'est qu'à la maternelle, pendant toute la maternelle, petite, moyenne, grande section, on laisse les enfants faire une sieste d'au moins 2 heures. Il y en a qui le feront, il y en a d'autres qui ne le feront pas, parce qu'ils ne dorment pas le même temps à la maison. Mais ça, c'est un facteur de réduction des inégalités. Il faut laisser la possibilité à tous les enfants qui en ont besoin de faire une sieste à l'école. Premier axe. Deuxième axe, les adolescents. Je vais revenir sur le sommeil parce que, effectivement, si c'est la population qui a le déficit de sommeil le plus grand, si c'est la population dans laquelle la santé mentale est une vraie question générale pour notre société, parce que quand vous avez des adolescents qui vont très mal, vous l'avez très bien dit, c'est un adulte en devenir, donc on aura sans doute des adultes qui iront très mal. Donc il y a une vraie cause nationale autour de la santé mentale des adolescents. La première chose à faire, on le sait depuis 20 ans, c'est de décaler la première heure de cours à 9h30. Point. Je veux dire, c'est de l'ordre de la santé publique. Si vous faites ça, vous réglez en partie, pas complètement, mais vous réglez en partie la problématique du déficit de sommeil à l'adolescent. Pas parce que c'est des gros feignants, les adolescents, simplement parce que physiologiquement, au moment où ils rentrent dans la puberté, il y a un décalage du rythme de leur sommeil. C'est-à-dire que, contrairement à nous et contrairement aux enfants, leur pic de l'hormone qu'on appelle la mélatonine, qui régule le temps de veille et le temps de sommeil, va se décoller de 2 heures pendant la nuit. Et donc, il faut pouvoir décaler ce rythme et cette première heure de cours, parce que ça permet aux adolescents, associés à de la sensibilisation précisément sur le sommeil, vous allez pouvoir effectivement diminuer un peu la dette de sommeil et donc avoir des effets positifs, non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur les apprentissages, parce que qu'est-ce qui se joue pendant le sommeil ? Pendant le sommeil se jouent tous les mécanismes qu'on appelle de neuroplasticité, c'est-à-dire de changement du cerveau, qui sous-tendent notamment notre capacité à mémoriser des informations. Vous voulez améliorer les résultats à PISA ? Faites dormir plus les adolescents. Merci. Et ça coûte 0 €. Ouais, pas mal cette démonstration. Les résultats PISA, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais ils sont pas terribles pour la France. Oui, on le voit. Ils sont en baisse en tout cas. Ils sont en baisse, voilà, depuis des années et des années. Et je pense que justement, poser le débat différemment pour une fois, autour de comment on va faire pour améliorer les apprentissages des enfants en France, c'est peut-être ça qui va permettre de trouver la solution. Et je pense que une convention citoyenne justement sur l'organisation des temps, plus qu'en sachant exactement comment on va donner cours au sein de l'école, je pense que ça peut être justement un peu le pas de côté qui peut permettre d'organiser la société pour faire en sorte après d'aller toujours plus loin et en effet d'améliorer les choses. Et Antoine, vous qui vous êtes retrouvé embarqué, effectivement passé 7 week-ends ici au CESE, c'est pas un sujet auquel vous aviez vraiment réfléchi auparavant. Vous me disiez que travailler sur les temps de l'enfance, ça vous avait fait réfléchir vachement à vous, à votre petite enfance, votre enfance, et ce qui avait été peut-être pas toujours adapté. Je pense qu'en fait, quand on traverse cette phase de l'enfance, on nous demande pas en fait comment on perçoit cette phase, comment on la ressent. Qu'est-ce qu'on traverse ? En fait, on est juste mis dans un moule, comme n'importe quel autre enfant, et soit on réussit pas, quoi. Et ouais, en fait, de pouvoir travailler sur toutes ces notions, ça permet, comme disait Kenza aussi, au-delà des temps de l'enfant, on a travaillé sur un vrai sujet de société. C'est plus grand, je pense, que simplement les temps de l'enfant. Si on se pose réellement la question de quelle place on veut donner à l'enfant dans notre société, en fait, il y a tellement de choses à réformer. Et je pense que moi, c'est pas pour te reprendre, Kenza, loin de là. Mais c'est juste que je trouve ça même malheureux qu'on doive se dire que l'enfance, c'est une phase qu'on traverse et qui doit à un moment s'arrêter. Enfin, je veux dire, à un moment, on a tous un enfant intérieur, on est tous censés pouvoir le laisser s'exprimer. Et alors, les citoyens et citoyennes dont vous faites partie ont fait une vingtaine de propositions qui peuvent parfois bousculer un peu nos habitudes. Elles ont été résumées par vous, Antoine, dans une petite vidéo que vous avez tournée pour le compte Instagram du CESE, où on entend vraiment, à quoi ça ressemble une journée type idéale, disons, pour les enfants, pour vous, Antoine, et pour les autres citoyens et citoyennes de cette convention. On l'écoute. Une journée type d'un enfant ressemblerait à ça.
La journée débute à l'école avec un accueil échelonné et tout en douceur. Cela permet aux élèves d'arriver progressivement, et par exemple de prendre le petit déjeuner à l'école, mais aussi de lire, jouer ou discuter avec leurs amis. Pour les élèves, cela permet de commencer la journée tout en douceur et de favoriser la socialisation. Et pour les familles, ça reste une solution souple et rassurante. À 9h, les collégiens et lycéens entrent en classe pour une matinée réservée aux apprentissages théoriques. Par exemple le français, les maths, les sciences ou encore les langues. Et pour préserver la concentration et le bien-être de nos jeunes, les cours durent 45 minutes, entrecoupés de pauses de 5 à 15 minutes. À midi, place à une pause d'1h30 minimum. À la cantine, chaque enfant dispose de 30 à 45 minutes pour manger dans le calme. Un repas équilibré, local et adapté à tous. L'après-midi, place à d'autres formes d'apprentissage. La couture, la cuisine, potager, gestion de budget, éducation à la citoyenneté, bricolage. En bref, les élèves participent à des activités pour apprendre cette fois par la pratique, la coopération et la créativité. Et pour favoriser l'entraide et la diversité, les classes peuvent être mélangées par niveau. Après 15h30, les enseignements sont terminés. Si un élève a des devoirs, il les fera à l'école. Et il pourra aussi participer à des activités culturelles, sportives, artistiques, comme par exemple le cirque, la danse, la photo, le football. Et quand le jeune rentre chez lui, plus de devoirs à faire à la maison, mais uniquement des revoirs, c'est-à-dire des révisions légères qui peuvent passer par des jeux éducatifs, de la lecture. Bien sûr, cette journée type est un aperçu général, mais on a aussi pensé à proposer des adaptations en fonction des âges. Voilà, à la sortie de ce rapport, il y a eu des critiques des syndicats qui se disent inquiets sur le fait que notamment les temps de cours sont réduits. Ils ont peur que ça renforce les inégalités. Qu'est-ce que vous leur répondez ? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on lit le rapport en entier, ce qu'il faut faire pour comprendre chacune des propositions, c'est que les citoyens ne demandent absolument pas que les enfants fassent moins, ils demandent qu'on fasse mieux pour les enfants. Moi, je pense que ce serait assez dingue de se dire qu'on ne serait pas capable, en France, nous les seuls, de ne pas changer la manière dont on propose des apprentissages. Parce qu'au final, ce que proposent les citoyens, c'est bien, en effet, les apprentissages plus théoriques, fondamentaux, le matin, mais ça reste des apprentissages l'après-midi. Et d'ailleurs, quand on prend le nombre d'heures de cette manière-là, les citoyens proposent même 1 heure de plus d'éducation par semaine que dans le système actuel. Mais ce qu'il faut, c'est que bien comprendre que ce rapport, il propose quelque chose, une vision de système, en fait, et qu'on ne peut pas juste extraire une proposition sans voir tout ce qu'il y a autour pour que justement ça fonctionne. Ce qui cristallise, je pense, les inquiétudes, c'est cette histoire de cours théoriques uniquement le matin, cette idée que ça pourrait renforcer les inégalités, le fait que l'après-midi, il s'agisse d'autres types d'éducation, et que de ce côté-là, ça dépendrait beaucoup du quartier où on vit, des structures qui sont en place, des moyens des différentes communes, et que c'est là que ça risque de renforcer les inégalités. Sur l'après-midi, déjà, ce qu'il faut voir dans le rapport, c'est que jusqu'à 15h30, c'est toujours l'école qui organise, qui donne cours d'une manière différente, par des projets interdisciplinaires, par d'autres matières. On a entendu Antoine le dire. Voilà. Non, mais couture, bricolage, par exemple, c'était dit dans la vidéo. Mais en fait, moi, je me rappelle, le collège, ça remonte à quelques années. À peine. À peine. Mais en fait, moi, quand j'avais des cours de technologie, qu'on m'apprenait à fondre du plastique, à construire une voiture, à brancher une batterie, moi, j'avais l'impression d'apprendre, en effet, plus par de la pratique. Donc, en fait, vraiment, il ne faut pas rentrer dans une caricature, parce que ce que les citoyens proposent, c'est des choses qui existent déjà en partie, qu'il faut développer. C'est des projets interdisciplinaires, c'est des classes ouvertes, des classes à l'extérieur, mais c'est toujours l'école. Par contre, là où il y a une inquiétude, et là qui est d'autant plus compréhensible, c'est sûr, après 15h30. La proposition des citoyennes et des citoyens, c'est bien de proposer à tous les enfants, s'ils le souhaitent, d'avoir une activité à partir de 15h30 prise en charge par la collectivité. Et là, oui, en effet, il y a des questions sur est-ce que les collectivités auront les moyens de proposer, est-ce que ça ne va pas creuser des inégalités. Mais en fait, à un moment, je pense que la Convention citoyenne a aussi assumé de dire que si on veut vraiment régler les choses, en fait, il va falloir mettre des moyens. Qu'on ne peut pas se dire en permanence que le classement s'effondre dans les classements PISA, que la santé mentale des jeunes, ça ne va pas, et en même temps dire mais on va faire ça sans mettre d'argent. Il faut de l'argent. Et par contre, une chose aussi qu'on a beaucoup perçue, je trouve, dans les débats de la Convention, c'est de se dire, oui, d'accord, ça va coûter de l'argent, on sait qu'on est dans un moment budgétaire, contraint, compliqué, mais en fait, ce qu'on calcule jamais, c'est le coût de l'inaction. En fait, c'est se dire, si on ne fait rien, ça va. Mais en fait, non, et on a entendu Grégoire Borst tout à l'heure le dire, si on ne fait rien, c'est
aussi des milliards et des milliards d'euros qu'il va falloir remettre après pour soigner des enfants qui vont mal, des adultes du coup qui n'auront pas bien grandi et où ça n'ira pas, des enfants qui auront moins bien appris que d'autres et du coup où il y aura besoin de plus de choses parce qu'aujourd'hui on sait que par exemple malgré tout le diplôme et la scolarité c'est le meilleur rempart au chômage. On entendait aussi dans le micro-trottoir une personne dire en fait quand on organise les emplois du temps, la première chose qu'on prend en compte c'est les installations sportives. Avec ce que vous proposez, si le sport est essentiellement l'après-midi, est-ce qu'il ne va pas y avoir des embouteillages ? Et justement ça, Antoine en parlait justement dans la vidéo, on n'est pas rentré dans un cliché un petit peu, je dis on, les citoyens, sont pas rentrés dans ce cliché un peu de copie de dire un peu on va faire exactement comme le modèle allemand ou quoi. La proposition de la convention, c'est vraiment pas de se dire les cours le matin et le sport l'après-midi. C'est oui, des activités physiques et sportives l'après-midi, parce qu'en fait ça fait partie de ce socle commun qui permet d'apprendre, et aujourd'hui ça c'est très riche d'avoir cet enseignement artistique, culturel, sportif à l'école, mais c'est aussi d'autres types de matières. Et par contre c'est dans les activités en dehors de l'école où là, en effet, il va falloir organiser les choses. Mais justement, le but, c'est vraiment pas de se dire que toutes les écoles devront réserver tous les gymnases de 13h30 à 15h30. Non, parce qu'en fait, justement, les citoyens ont bien compris que c'était pas possible de fonctionner comme ça. Du coup, est-ce que moi, je pourrais aller à la piscine le matin maintenant parce qu'elles seront plus occupées par les élèves ? Elles seront certainement moins occupées par les élèves si jamais les propositions sont mises en place, ouais. Très bien, je vais sortir mon maillot. Le débat, il se cristallise aussi toujours beaucoup autour de la question de la semaine de 4 ou de 5 jours. Ça, Antoine, je ne sais pas quelles ont été vos réflexions là-dessus et à quelle conclusion vous êtes arrivé ? Ça permettrait d'avoir une plus grande continuité aussi dans la semaine et puis tout au long de l'année. Effectivement, ça peut faire peur, mais à un moment, il faut, comme disait Kenza aussi, voir ce rapport de manière systémique. Il n'y a pas une proposition qui va fonctionner de manière seule. Elles sont toutes interdépendantes et fonctionnent toutes ensemble. Si la semaine est rallongée à 5 jours, effectivement, il y a des journées... tout va s'équilibrer au final. C'est ça, en fait, qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, par exemple, si on repart sur l'histoire des 45 minutes de cours, les classes seront aussi moins chargées. Donc, il y aura moins de temps de mise en place. Comment ça, moins chargé les classes ? Un des objectifs aussi, c'est de réduire les effectifs des classes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une surcharge au niveau du nombre d'élèves et c'est pas propice à un cadre de travail justement où ça se met rapidement en place et où on a 45 minutes, où on est actif concrètement. C'est tout plein de choses, c'est toutes ces propositions et tout ce qui va en découler qui vont faire que ça va permettre en fait d'apporter un système qui peut fonctionner de par lui-même parce que tout est cohérent et tout est pensé pour l'enfant surtout. Vous dites que c'est systémique. Est-ce qu'il y a une proposition, qui vous tenait particulièrement à cœur, Antoine, au moment des débats, qui était importante pour vous ? Oui, je pense que, et pour revenir justement sur le sujet des inégalités, si on parle des inégalités territoriales, tous les territoires n'ont pas accès aux mêmes ressources, que ce soit de manière financière, en termes de moyens aussi de moyens humains, de moyens logistiques. On ne peut pas donner un cadre et dire ça va fonctionner partout, sur tous les territoires. Il faut justement diagnostiquer notre territoire, voir quelles sont ses forces, ses faiblesses, et le faire fonctionner avec les acteurs qui sont présents dessus. Ça a été une des sous-thématiques sur lesquelles j'ai été vraiment impliqué et content de pouvoir travailler parce que c'est aussi un petit peu le cœur de mes études. La mise en lien des acteurs, la collaboration, la solidarité. On ne peut pas fonctionner sans en fait. On est quand même avant tout des animaux sociaux, je dirais. et on ne peut pas mener des projets à bien sans penser à tout le monde et sans prendre tous les acteurs en compte. Et qu'en est-il des vacances d'été ? Ça aussi, c'était un gros sujet, notamment parce que le président Emmanuel Macron a intervenu lui-même pour dire qu'il souhaitait les réduire. Comment est-ce que vous avez tranché là-dessus ? Il y a eu débat. Je pense que ça a aussi été alimenté par le retour du panel de jeunes, notamment, ou des ateliers territoriaux. Je pense que c'est compliqué de réussir à trouver un consensus sur un sujet comme ça. Il y avait vraiment beaucoup d'avis exprimés, en fait, et ça se reflétait aussi par les expériences vécues et les réalités de chacun. Je veux dire, effectivement, un enfant qui a accès à partir en colo pendant 2 mois pendant les vacances d'été, les vacances sont géniales. Un enfant qui n'a pas accès à ses moyens, c'est pas la même. Ces 2 mois qui vont être quand même beaucoup plus longs. Et ne serait-ce encore une fois que pour parler des inégalités territoriales. On habite en campagne, on va pas avoir la même facilité d'accès à des activités tout au long de l'été que quand on habite en ville. C'est pas normal en vrai. Et pour rebondir exactement sur ça,
Antoine l'a dit, il y a eu un gros débat sur la durée et la réduction. C'est une des positions les moins partagées au sein de la Convention. Mais ça, c'est aussi la richesse d'un rapport d'une Convention citoyenne, c'est des fois de se dire, on ne s'est pas mis d'accord. Par contre, on va donner tous les arguments pour, tous les arguments contre. Et après, ce sera un peu aux politiques de prendre son courage à deux mains. Et sur la base du rapport, de prendre sa décision. Donc il n'y a pas de position dans le rapport. Il y a une position majoritaire qui est soutenue par environ les 2/3 de la Convention citoyenne, qui est quand même de maintenir le volume global du nombre de semaines de vacances à l'année, donc de ne pas les réduire. Par contre, avec quand même une volonté de passer de 3 à 2 zones de vacances pour les vacances d'hiver et de printemps. C'est-à-dire aujourd'hui, on fonctionne sur 3 zones. Et en fait, il y a eu plusieurs problématiques pointées là-dessus. C'était de se dire que on sait que pour que les enfants apprennent mieux et se reposent mieux, il faut garder quelque chose d'assez constant. Antoine en parlait de lycée sur l'année. Et en fait, on en parlait au niveau des journées, mais c'est aussi au niveau de l'année et des semaines. Donc en fait, ce qui est recommandé, c'est plutôt d'essayer de rester sur un cycle de 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances. Et ça, quand on passe sur 3 zones, en fait, forcément, il y a des décalages beaucoup plus grands qui se font. C'est-à-dire que les premiers qui partent en vacances pour les vacances de printemps, en fait, ils se retrouvent avec 11 semaines de cours avant les vacances d'été. Ce qui pose énormément de problèmes, et ça, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Je pense que les enseignants qui arrivent fin juin avec des enfants qui ne sont pas partis en vacances depuis plus de 10 semaines, ils voient bien qu'il y a un souci, que c'est de plus en plus dur. Et donc, ça permet de recentrer et d'avoir moins de décalage, mais ça permet aussi d'avoir toujours une semaine de vacances en commun sur tout le territoire. Et du coup, pour les familles séparées, les familles éloignées, d'avoir toujours un moment pour se retrouver. Ce qu'a dit Antoine juste à l'instant, c'est vraiment super intéressant parce qu'en fait, par contre, ce qui a traversé la réflexion de tous les citoyens, quelle que soit leur opinion sur réduire ou non les vacances, c'est le contenu des vacances. C'est qu'est-ce qu'on fait pendant ces vacances et est-ce qu'on est capable d'offrir quelque chose de sain, de serein, qui va permettre de ne pas couper totalement les apprentissages, de continuer à se développer pendant les vacances pour tous les enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a soudé toute la Convention. On l'entendait tout à l'heure dans le micro-trottoir, il y a aussi des personnes qui sont inquiètes quand on leur parle des conventions citoyennes, qui se disent « Ah, peut-être que ça ne servira à rien, malheureusement », qui n'y croient plus. Qu'est-ce que vous attendez de cette convention ? Qu'est-ce que vous espérez ? Quels sont les premiers signaux que vous avez reçus ? Déjà, une première chose, les conventions citoyennes, pour moi, elles servent évidemment à faire passer des propositions du côté législatif, exécutif, peu importe, au niveau des collectivités locales aussi, et donc changer les choses très directement. Et au final, on a quand même vu que les conventions citoyennes précédentes, même celle sur le climat qui a été très décriée, mais qui souffre aussi beaucoup un peu du péché originel du sans filtre, le fameux sans filtre que le président de la République avait dit, voilà, on a bien vu que ça ne fonctionnait pas comme ça. Mais par contre, une convention citoyenne, pour moi, elle sert aussi à installer un débat dans la société. Et ça, la convention citoyenne pour le climat, je pense qu'il n'y a pas un plus bel exemple que ça. Depuis cette convention citoyenne, évidemment, il n'y a pas eu que ça, mais quand même, on ne peut plus passer à côté des sujets climatiques aujourd'hui en France. Et même si toutes les propositions n'ont pas été reprises, c'est devenu un objet politique central. Mais moi, je me dis que si on voit dans 5 ans que la question des temps de l'enfant est aussi centrale dans la réflexion, ou en tout cas existe médiatiquement, politiquement, un peu comme ce qu'il existe sur le côté climatique, ça aurait déjà été une grande réussite parce que ça fait des décennies qu'on n'est pas capable de traiter correctement de la question des temps de l'enfant. Et après, par contre, sur en effet ce qui est en cours, le gouvernement s'était engagé à la fin des travaux de la Convention à faire un travail par tous les ministères concernés, il y en a beaucoup, pour justement commencer à évaluer, dire qu'est-ce qui est faisable, quelle temporalité, qu'est-ce qui s'inscrit déjà dans des réflexions en cours, ou qu'est-ce qu'il faut lancer. Et donc là, on est dans cette période où le gouvernement travaille là-dessus, mais après, c'est aussi les citoyens qui vont le faire vivre. Et moi, de ce que j'ai entendu de la dernière session, ils ont envie de le faire vivre et je leur fais confiance aussi pour ne pas lâcher l'affaire. Antoine, vous êtes optimiste pour la suite ? Toujours optimiste. Je pense que c'est même le mot, c'est très bien tombé, c'est le mot qui a défini mon expérience de la Convention, l'optimisme. On n'a pas le choix en fait. Je pense que la question à se poser concrètement, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de la suite ? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre jeunesse ? Est-ce qu'on veut vraiment viser à son bien-être général et à son développement ? Je veux dire, c'est une question, comme dit Kenza, on ne peut plus passer à côté. Ça va tellement mal aujourd'hui, Je suis d'accord que ça ferait remettre beaucoup de choses en question, beaucoup de fonctionnements en place, et que forcément ça toucherait tout le monde, tous les acteurs, et que ça changerait les rythmes. Mais c'est là tout l'objectif, je veux dire. Est-ce qu'on peut être trop utopique pour nos enfants ? Je pense pas. Je pense pas que ce soit une question qui se pose. Et c'est même une certitude qu'il n'y a pas d'utopie quand on parle de l'éducation. C'est juste une ligne directrice qu'on veut choisir d'emprunter ou non.
Vous allez continuer à porter ce projet, porter ce rapport À bras-le-corps, je dirais. On a entendu avec un intervenant qu'il fallait environ une dizaine d'années pour changer, je dirais, la face d'une société. Et c'est ce que j'ai dit depuis le début. S'il faut que je m'investisse pendant 10 ans pour pouvoir faire tout changer, je prends le pari. Après, bien sûr, je serai loin d'être tout seul. Il y a toutes les équipes, notamment du CESE, qui nous accompagnent. Je pense aussi à tous les copains et copines de la Convention, tous les citoyens et citoyennes. Et je pense que l'objectif, on a eu un bel exemple de la part de la Convention sur la fin de vie, qui par la suite a donné lieu à une forme associative pour porter justement leur rapport. Je pense que c'est une belle boussole aussi qui peut nous éclairer dans notre choix de porter ce rapport et d'essayer de faire bouger les choses. Merci à tous les deux d'être venus ici partager votre expérience aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Je serai avec Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, et avec Daniel Jourdain-Ménager, rapporteur de l'avis du CESE sur les prisons et le sens de la peine. Merci à Aura Fiora et à Théo Boulanger à la réalisation, à Chloé Tavissian à la production et aux équipes du CESE.